aujourd'hui, quelle est la thèse d'investissement que tu recommandes, préconises, qui te semble la plus accessible? Ah, bah, en fait, si tu veux, pour moi, il y a 2 grands chemins. Tu as le chemin numéro un, c'est, ceux qui veulent sécuriser, on va dire, un avenir financier, créer un patrimoine pour plus tard. Donc pour cela, je pense qu'il faut aller sur des stratégies très passives. Il faut pas chercher à faire du cash flow, parce que le cash flow, on peut l'obtenir, mais il faut être très malin, il faut tout optimiser. Et en général, quand tu es sur le chemin numéro un, tu pas le temps, tu as un métier en général qui est assez prenant, tu as des responsabilités, tu vas pas t'amuser à aller monter des meubles ou à faire appel à des youpi jobs pour économiser de l'argent. Donc en général, tu pas là-dessus. Donc là-dessus, pour ces profils-là, il faut partir sur, du patrimonial, donc autofinancé, et maîtriser le levier bancaire. En fait, la carte à jouer, pour un, je sais pas, pour un mec qui gagne à partir de 3 000 euros par mois, tu vois, sur Ouais. des gens qui ont des revenus corrects, la carte à jouer, c'est pas de chercher à faire 300 euros de cash flow par mois, ça sert à rien. Il vaut mieux qu'ils cherchent, ces gens-là, à maximiser le levier bancaire et donc à acheter du patrimoine immobilier autofinancé et à se construire un beau patrimoine parce qu'avec un salaire comme ça, tu peux emprunter 2 millions d'euros sans problème. Hein. Voilà, il faut faire les choses de manière stratégique. Donc ça, c'est la voie numéro une. Voie numéro deux, c'est les gens qui veulent remplacer leur salaire, en fait, qui veulent arrêter leur activité salariée, qui ont en général trop peur pour entreprendre, qui savent pas entreprendre, donc ils vont chercher à avoir des revenus immobiliers. Et donc dans ce cas-là, c'est les stratégies à fort cash flow, mais qui sont plus chronophages et plus risquées aussi, mais qui peuvent apporter des résultats. Donc après, on a tout un panel auquel on a accès. Le plus extrême, c'est la location courte durée. Et puis juste en dessous, le bon compromis, c'est la colocation, hein, qui permet de trouver un compromis rentabilité temps, quoi. Voilà. Mais en gros, tu vois, je dessine moi, pour moi, c'est vraiment ces deux chemins qui sont très différents. Et c'est bien ce que tu disais sur l'idée d'avoir une thèse d'investissement. Parce que c'est vrai que voilà, sur Internet, tu vois tout, n'importe quoi. Chacun va chercher à faire la promotion de sa petite méthode qu'il préfère. Moi, je suis plutôt du genre à essayer de montrer les possibilités et je pense que c'est justement à l'investisseur de bien comprendre c'est quoi les forces qu'il a dans son profil aujourd'hui, déjà d'un point de vue bancaire, parce que pour moi, c'est ça le levier à exploiter. Et ensuite de savoir pourquoi tu investis, quoi. Est-ce que c'est pour du très long terme ou est-ce que c'est pour du court terme? Et donc de choisir les projets qui sont adaptés en conséquence. Mais parce que je crois que tu as accompagné, je crois, des milliers de personnes. Je crois, en préparant, j'ai vu 5-6 Ah 000 oui, oui, j'ai personnes. formé plus de 6 000 personnes à l'immobilier, ouais. Ouais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que parce que pendant longtemps, très très longtemps, moi je suis de la génération à cash flow pendant longtemps, mais tu vois, il y avait quelque chose que je comprenais pas, c'est que je voyais des gens qui investissaient dans le Pinel, donc c'est un autre dispositif, mais je comprenais pas, alors pas pendant longtemps, mais j'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait quand même une thèse. Mais alors, je sais pas, on est peut-être 100 000 investisseurs, il y avait 100 000 personnes qui avaient 100 000 façons d'investir complètement différentes. Et Mm. ça, les gens ont du mal à le comprendre. Toi, sur l'ensemble des personnes que tu as accompagnées, la proportion, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens à cash flow, il y a beaucoup de gens quand même patrimonial, ou c'est équilibré, ou c'est quoi un peu ton retour d'expérience sur la typologie d'investisseurs que tu peux accompagner aujourd'hui? Moi, c'est assez partagé. En fait, moi, les gens qui me suivent sont en général plutôt des cadres, pères de famille, voilà, un peu de 30, 45 ans. C'est vraiment le profil type. Donc, c'est souvent des gens qui ont des revenus corrects. Donc, si tu veux, ces gens-là vont plutôt chercher à faire la stratégie plutôt long terme numéro une que j'expliquais. Ouais. Et puis après, il y a, on va dire, tout le reste, les gens soit qui débutent, soit les gens qui veulent compléter leur salaire ou le remplacer, qui sont à la stratégie numéro 2. Donc moi, c'est assez partagé en fait Mm. entre les deux approches. J'ai l'impression que les thèses j'ai un peu le même retour, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça s'équilibre. Alors, j'ai quand même beaucoup de gens qui nous demandent pour du cash flow, hein, parce que voilà, sur les activités qu'on peut avoir. Mais pour moi, ça dépend énormément des zones et du profil de risque que tu es prêt à prendre. Après, Mm. on peut rentrer dans les détails, mais bon, pour moi, c'est ces deux variables majeures qui sont à prendre en compte. Parce que toi,
dans ton activité d'investisseur à aujourd'hui, tu fais quoi exactement? Alors, t'accompagnes, je suis parti sur la partie entrepreneuriale, tu accompagnes des gens à investir, mais toi, maintenant, est-ce que tu continues à investir dans le résidentiel? Tu fais de l'immobilier commercial? Tu parlais de marchand de biens tout à l'heure. Euh, c'est quoi un peu ton activité personnelle? Comment ça a été quoi un petit peu ton cycle sur les différents produits d'investissement? Alors, bah, écoute, moi, je fais plusieurs choses. Je continue à investir à titre personnel. Généralement, je préfère m'orienter vers du local commercial aujourd'hui. Bon, j'ai fait un immeuble, un immeuble l'année dernière, mais généralement, j'ai plutôt préféré du local commercial qui est moins chronophage pour Ouais, moi et qui est voilà la typologie de biens que je me verrais conserver à long terme. d'accord, ok. Euh, euh, et en parallèle de ça, effectivement, j'ai des activités dans la foncière, investir ensemble, et puis des activités de marchand, donc notamment en Espagne, avec un associé où on réalise des opérations d'achat-revente, hein, donc où là on se concentre sur des biens qui sont squattés, qu'il faut désquatter et revendre, quoi. Voilà. D'accord, ok. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. Local commercial, à aujourd'hui, bon, alors, est-ce que tu peux donner, je sais pas, l'un des premiers que tu as fait pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce qui est accessible ou pas? Parce que le local commercial, alors, nous, on le regarde aussi, mais il y a de tout. Et les gens Il y a de tout. il est perdu, c'est les murs commerciaux loués. Est-ce qu'on achète une boucherie, une boulangerie ou le Virgin de sa ville, ou tu vois? Donc, pour redescendre un petit peu sur terre les gens et leur dire ok, parce que je vais faire un peu un disclaimer, ça reste accessible malgré tout. C'est plus juridique, mais ça reste accessible. C'est quoi un petit peu du coup une OP dont tu veux parler et un petit peu nous donner ton ressenti sur cette typologie d'actifs. Si tu veux, le tout premier local que j'ai acheté, ça s'est fait un peu par hasard, comme souvent. C'est-à-dire que, tu sais, c'est typiquement l'immeuble avec Ouais, en pied d'immeuble, un local commercial. Donc, en fait, moi, j'ai acheté l'immeuble et puis il se trouve qu'il y avait un local commercial. Euh, et puis, après cela, je suis parti sur un local pas très loin d'ailleurs de cet immeuble qui fait 150 mètres carrés, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois, on est en centre-ville, c'est pas l'emplacement numéro un, c'est pas la meilleure rue de la ville, loin de là, mais on est sur un axe passant avec un local avec une belle vitrine. Je crois il doit y avoir 10 mètres linéaires de vitrine et un local que j'ai acheté loué. Et voilà, tout simplement. Donc, enfin, acheter des locaux, ça a quand même beaucoup d'avantages. Tu as notamment une sécurité juridique qui est beaucoup plus importante qu'avec un locataire. Tu as beaucoup moins d'obligations qu'avec un locataire dont c'est la résidence principale. Et donc ça c'est vraiment appréciable. Et donc du coup, bah, voilà, l'occupant, le locataire ne peut quasiment pas te solliciter pour quoi que ce soit, si ce n'est si la structure de son local s'effondre. Hormis ce genre de points critiques, voilà, il va pas t'appeler parce que il faut changer le toilette, parce que les tuyaux sont bouchés ou parce qu'il y a une fuite d'eau. Voilà, c'est la responsabilité du locataire, c'est son local. Voilà, effectivement, comme tu le dis, c'est plus juridique. Puisque dans le droit français, hein, le contrat de location d'un local commercial, ça fait partie du fonds de commerce, hein, ça appartient au mmh, locataire. C'est un élément qu'il peut valoriser et revendre. Donc on est dans des notions totalement différentes de l'habitation. Mais voilà, quand on comprend ça, on voit bien aussi l'intérêt de rentrer dans ce système-là, c'est que bah, en tant qu'investissement à détenir au long terme, c'est beaucoup plus simple à gérer. C'est beaucoup plus ouais, simple à gérer. Tu as dans les choses que tu peux pas faire avec de l'habitation, tu as généralement la pratique, c'est que la taxe foncière est à la charge du locataire. exact, ouais. Voilà. Mmh. Donc toi, tu touches un loyer qui est un loyer, si tu veux, net avant impôt, mais tu as assez peu de charges de manière générale, et donc c'est quasiment un loyer net, quoi. Voilà.
Et du coup, en termes de, alors peut-être, je sais pas si tu veux parler de toi, mais ou des personnes que tu accompagnes sur les locaux commerciaux, si tant est que tu en accompagnes, c'est quoi un peu les budgets recherchés? Et on parle souvent d'acte en main en rentabilité sur le local commercial. Nous, les gens qui nous un peu qu'on discute, c'est entre 7 et 9% net acte en main. Est-ce que c'est un peu les chiffres que tu retrouves ou pas du tout? Ou c'est quoi un peu ton avis là-dessus? Oui, c'est généralement la fourchette de renta qu'on a aujourd'hui. Alors, on aujourd'hui, alors évidemment, hein, c'est modulo, toujours l'emplacement, hein. Ça, c'est toujours Ouais, pareil. ça, encore plus en local commercial, quoi. C'est. Voilà. Hmm. Mais après, dans les locaux, il y a tous les prix, hein. À partir de 100 000 euros, on peut commencer à avoir des locaux. Ce sera pas grand, mais on peut avoir des locaux plutôt bien placés dans une bonne ville. C'est pas forcément des budgets très importants. Euh, et effectivement, on va chercher une renta d'environ 8% un emprunt pour un local commercial se fait sur 15 ans. Hein. C'est très rare d'avoir plus. Il y a toujours des exceptions, mais la 90% du temps, c'est du 15 ans. Et donc, du 8%, bah, c'est pour que tu sois au moins autofinancé sur des produits comme cela. Et en général, tu commences à gagner de l'argent quand les loyers sont réindexés, quoi. Voilà, tout simplement.